Mais évidemment, il y a de centaines de milliards de planètes dans la galaxie, donc on peut espérer quand même que certaines soient capables d'avoir ces conditions-là et par conséquent d'avoir développé la vie. Alors vous allez me répondre, bien entendu, que ces planètes, on les observe, tandis que les multivers, on ne les observe pas. Alors, d'accord, je vais d'abord poser la question qui est souvent posée, mais le principe anthropique ne fait pas partie de la science. Il n'est pas dans le domaine scientifique. Or, pour qu'il soit partie de la science, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit explicatif. Bon, je crois vous avoir montré qu'il l'est. Il faut qu'il soit simple. Ça, c'est le fameux rasoir d'Occam que les scientifiques aiment beaucoup, c'est-à-dire les entités, je cite directement Guillaume d'Occam, les entités ne doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire. Bien. Alors, on va me répondre qu'avec les multivers, par exemple, on le multiplie. Mais ce n'est pas vrai, parce que souvent, le tout est plus simple à expliquer que les parties. Par exemple, la formation des galaxies, elle est mieux comprise actuellement que la formation des étoiles. La théorie peut être très simple, comme la théorie de Newton, mais les conséquences très compliquées, comme les mouvements des planètes. Bon, alors je ne sais pas si ça vous convainc. Alors, il faut que ça soit une théorie évolutive, bon, ça, évidemment, c'est le cas. Il faut qu'elle soit réfutable. Réfutable au sens du philosophe Popper, c'est-à-dire qu'on puisse inventer, au moins par la pensée, une observation qui la réfute. Bon, alors là, vous allez voir que c'est un peu... c'est le problème, et il faut qu'elle soit basée sur des observations ou capable de prévision observationnelle. Donc on va rentrer maintenant dans ces deux questions-là. J'ai encore 5 minutes. Bon, alors, le principe anthropique est-il réfutable? Bon, clairement, il n'est pas réfutable. Il n'est pas réfutable, mais est-ce qu'il doit l'être? Eh bien, non. C'est aux théories sur lesquelles il est fondé d'être réfutable. Par exemple, il est fondé sur la théorie des cordes, et les cordes pourront être et seront peut-être réfutées très rapidement avec le collisionneur, le grand collisionneur du CERN, si on ne découvre pas dans un futur assez proche des particules supersymétriques. Bien. Alors, d'autre part, peut-on observer les multivers ou les univers cycliques? Vous allez voir que oui, on peut les observer. Mais on peut se poser la question d'abord si nous, on est capable d'observer notre propre univers. Eh bien, vous allez être étonné, mais on n'en est pas capable. Parce qu'il y a le problème de ce qu'on appelle les horizons. Bon, alors un horizon technique qui ne nous permet pas d'aller au-delà de ce que nos télescopes sont capables de voir. Et surtout, il y a l'horizon de la lumière. On n'est pas capable, alors je ne sais pas si vous voyez, non, on ne le voit pas. Bon, on n'est pas capable d'observer ce qui s'est passé au-delà du temps que la lumière a mis à nous parvenir depuis la naissance de l'univers, c'est-à-dire au-delà de 13,7 milliards d'années-lumière. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand on observe un objet qui est placé, dit-on, à 13 milliards d'années-lumière, on l'observe tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, c'est-à-dire 700 millions d'années après le Big Bang, mais maintenant, il se trouve à 30 milliards d'années-lumière, par là, dans une partie qui n'est pas du tout observable. On sait qu'il existe, mais on ne peut pas l'observer. Et ça sera bien pire dans l'avenir. Pourquoi? Parce que l'univers est accéléré, donc l'horizon, notre horizon ici, eh bien, les galaxies vont en sortir de cet horizon. Et dans quelques milliards d'années, disons une dizaine, une vingtaine de milliards d'années, on observera toutes les galaxies autour de nous seront allées dans un univers non observable à cause de l'accélération. On observera une seule galaxie qui sera la nôtre fusionnée avec celle d'Andromède. Parce que dans 4 milliards d'années, notre galaxie va fusionner avec celle d'Andromède, qui sera d'ailleurs assez dramatique pour les étoiles qui vont subir pas mal de perturbations. Bon, donc notre horizon, l'horizon de quelqu'un qui vivrait dans 4 milliards d'années, sera vraiment très limité. Et pour avoir des idées de la cosmologie, il faudra qu'il développe beaucoup d'intelligence. Bien, alors, contrairement à ça, eh bien, là, on peut voir la signature de collision de poches d'univers. Elle sera observable dans le CMB. Alors déjà, il y a des gens qui ont analysé avec beaucoup de soin à très grande échelle, et c'est assez difficile, les fluctuations du CMB, et ils ont trouvé
il y avait 15 espèces de grandes poches qui pourraient être dues à des collisions d'univers. Bon, alors naturellement, c'est pas du tout sûr que ce soit dû à ça, c'est même à confirmer aussi du point de vue de l'analyse purement des données, mais on va avoir d'ici un an un autre satellite qui va donner ses résultats sur le plan sur le rayonnement cosmologique, c'est le satellite Planck, qui donne déjà des très beaux résultats, dans lequel d'ailleurs les Français sont fortement impliqués, et on espère qu'avec ce satellite, peut-être qu'on pourra aller plus loin dans ce domaine-là, mais de toute façon, c'est une chose envisageable. Alors, autre chose, on pourrait observer, alors c'est vraiment illisible, on pourrait observer dans le CMB les effets d'un univers cyclique grâce aux ondes gravitationnelles. Alors les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui sont émises, de même que les ondes électromagnétiques sont émises par des charges en mouvement, des charges électriques en mouvement, les ondes gravitationnelles sont émises par des masses en mouvement. Et ça, c'est exactement comme des ondes, et voilà ce qui se passerait s'il y avait eu un pré-Big Bang et que dans cet univers qui nous a précédé, il y avait eu un événement comme par exemple la formation d'un trou noir supermassif, il y aurait eu des ondes gravitationnelles qui auraient été émises, s'il y a un deuxième événement qui peut se produire dans le même trou noir, par exemple supermassif, nous envoie des cercles concentriques qui vont traverser la période de l'univers primordial et qui vont arriver sur la surface de dernière diffusion, c'est-à-dire sur notre corps noir cosmologique, et on pourra les apercevoir. Alors, il y a déjà des gens qui ont affirmé les avoir aperçus, mais c'était une mauvaise analyse des données. Mais on peut quand même espérer que là aussi, on aura une réponse. On pourra tester l'inflation, et là, c'est grâce à les ondes gravitationnelles vont créer une polarisation du corps noir qui permettra de mesurer l'énergie à la fin de l'inflation, et on espère que la mission Planck sera capable de le faire, et en tout cas on met aussi des instruments. Alors voilà la polarisation mesurée par WMAP, vous voyez c'est des petits vecteurs de polarisation, et ici par un télescope qui est installé au pôle sud et qui est destiné spécifiquement à mesurer cette polarisation. Bref, et puis il y aura naturellement l'observation directe des ondes gravitationnelles qui est déjà entamée au sol avec 2 observatoires qui sont comme celui-là qui est Virgo en Italie, fabriqué par la France et l'Italie, et un observatoire spatial qu'on espère voir voler dans une vingtaine, trentaine d'années s'il y a assez d'argent pour le faire voler. Donc voilà. Donc alors là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Le hasard et la nécessité, c'est une suggestion de quelqu'un très amusante, mais je vais passer dessus pour arriver à ma conclusion. La conclusion, elle est très simple. Devons-nous nous poser ces questions? Alors, pour répondre à cette question, il était bon de se rappeler ce qu'un grand physicien, Lord Kelvin, a dit à la fin du XIXe siècle. Il ne reste plus rien à découvrir en physique maintenant. Tout ce qui reste à faire sont des mesures de plus en plus précises. Bon, alors, heureusement, il a dit autre chose. Il a dit, la science est tenue à faire face sans frayeur, j'ai traduit un peu approximativement, à chaque problème qui se présente sur sa route. Bon, alors on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui se présentaient, donc il faut absolument essayer de les résoudre. Voilà. Attendez, je m'excuse, donc c'est effectivement la fin, mais je voudrais quand même vous montrer quelques repères pour en savoir plus, et je me permets de faire remarquer un livre qui va sortir sous ma signature et celle de ma collègue philosophe Christiane Villain, Dialogue sur le système du monde, et qui parlera de ça. Voilà. Merci. Vous m'entendez là? Oui. Merci beaucoup, Suzy Collin. Bon, je suppose que vous avez plein de questions. Alors, on a un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas, levez le bras. Moi j'ai juste une question préliminaire qui n'est pas cosmologique, mais vous êtes dans votre dessin tout à l'heure de l'évolution du monde, vous avez mis le CMB, puis formation des étoiles, et ensuite formation des galaxies.
On est sûr de ça? Les étoiles sont venues avant les galaxies? Non, on n'est pas sûr. Ah, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Mais en fait, quand même, on pense qu'il y a une... Non, non, on pense logiquement, enfin c'est de la théorie, hein, que des étoiles massives se sont formées avant que les galaxies se formaient. On ne sait pas par quoi ça a commencé. C'est peut-être même les trous noirs qui se sont formés les premiers. Ah, voilà. D'accord. Bon, les questions. Alors, levez le bras. Ah ben, vous aviez plein de questions tout à l'heure, voilà. Oui, c'était encore une question un peu de détail. C'est dans l'image du CMB. Dans l'image du CMB qu'on voit souvent et que vous avez rediffusé, là, il y a quand même des tâches de sous-température qui semblent à de très grandes échelles. Hein. Enfin, à de grandes échelles. À très grandes échelles. Hein. Des grandes tâches oui. Au milieu. Alors, est-ce que c'est bien confirmé que c'est l'effet d'un champ aléatoire complètement au hasard, ou bien y a-t-il une modulation à cette échelle-là? Alors, c'est très discuté en ce moment. Je ne sais pas, David, toi tu sais peut-être mieux ça que moi. Hein. Je crois qu'on discute encore pour savoir si en particulier la grosse tâche centrale, elle n'a pas une signification particulière sur le mouvement du CMB. Tu sais ça? C'est produit par le structure à plus bas redshift. Ah, c'est ce qui est devant. D'accord. D'accord, c'est donc ce qui est devant qui le créerait. Parce qu'il faut vous dire que tout ça, ça nécessite, et c'est pour ça que le satellite Planck n'a pas encore donné ses résultats concernant le CMB, ça nécessite des dépouillements effroyablement difficiles, parce qu'on a tout l'avant-plan de notre galaxie qui est devant, et qu'il faut enlever. Ce n'est pas une rétention d'informations pour Planck? Non, parce qu'il ne voudrait pas donner des informations qui sont fausses. Oui, d'accord. Bon. Ils ne veulent pas faire comme les neutrinos. D'accord, bien répondu. D'autres questions? Oui, là-bas. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de Planck? C'est en plus de l'amélioration de la carte du ciel du CMB, c'est quoi? C'est la polarisation? De la polarisation, là aussi, David, tu travailles sur Planck, non? Oui. Non, tu ne travailles pas sur Planck. Bon, alors je crois qu'on attend de la polarisation, je crois qu'on attend justement de la résolution plus fine et que WMAP, et qu'on espère répondre à des questions, par exemple, on espère cerner beaucoup plus par exemple l'univers, la platitude, la courbure de l'univers, mais je ne peux pas vraiment vous répondre parce que c'est sous embargo, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent en ce moment. Hein. Et ils ont annoncé qu'ils avaient des tas de choses intéressantes qui allaient sans doute venir. D'abord, je vous félicite pour cet exposé qui m'intéresse beaucoup, bien sûr. Vous n'avez pas parlé beaucoup, quand même, en gravitation quantique, des conséquences de l'expérience d'Alain Aspect. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut révolutionner complètement les notions de modèles. Tous les autres modèles sont des modèles, ils ont en 4 dimensions classiques, espace-temps, énergie, matière. Ce qu'a amené l'expérience d'Alain Aspect sort de ce domaine. Je pense que ça peut révolutionner. Et vous n'avez pas parlé. En particulier, la théorie des cordes pourrait sauter à cause de ça. Elle pourrait sauter? Ah bon. Écoutez, à cause de ça, oui. Ah bon. Écoutez, moi, de l'expérience d'Aspect, je croyais que c'était surtout une espèce de... comment dire, de fait que l'univers communique à grande échelle. Je ne sais pas, la théorie des cordes, j'en ai lu des articles de vulgarisation, je suis moi-même pas du tout dans le sujet, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus, je suis désolée. Je ne sais pas. Et vous-même, vous pensez multivers ou pas multivers? Moi, j'ai donné un petit peu mon avis. Ouais. Hein, je dois vous dire que dans le livre que nous avons écrit avec Christiane Zillin, c'est un dialogue, et elle n'est pas du tout d'accord avec moi, parce qu'elle est pour l'option 1, c'est-à-dire nous sommes ici et il ne faut pas se poser plus de questions. Donc c'est un peu une bagarre entre nous, mais moi, personnellement, je préfère les multivers.
Alors j'ai une autre question. Que peut-on répondre aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, à un enfant qui demanderait si l'univers est fini ou infini? Où en est-on? Quelle serait la réponse actuelle, la meilleure au vu des connaissances et des théories? Ben écoutez, je vais vraiment vous répondre, on ne sait pas, hein. On est à 1 plus ou moins 0,1. Plus ou moins 0,01. Oui, mais ça joue sur l'infinité de l'univers, Oui, ou pas? bien sûr, absolument. Pourquoi? Mais parce que c'est la courbure de l'univers, ça. Ah. Ça revient à la courbure de l'univers, la courbure spatiale de l'univers. Donc, si c'est 0, s'il est 1, il est infini. Mais s'il est 1,01, il n'est pas infini, il est courbé. Il ne peut pas être courbé et infini. Courbé et infini, oui, si vous voulez aller comme ça, comme la surface d'un ballon, on a l'habitude de donner cette... c'est-à-dire sans bord, effectivement. Donc l'univers, à grande échelle, ne se retrouve pas quand la Vous avez un spécialiste de cosmologie? Non. Si, si. Dans le micro, bien sûr. Il est allumé. Il est allumé. Oui. Non, parce que comme dit la dame, le fait de mettre 1 dans les équations quantiques veut dire que l'univers répond à une géométrie euclidienne, et donc l'univers ne se courbe pas et n'est pas incurvé. Donc en fait, ça veut dire qu'il est infini par le fait qu'il ne se courbe pas à longue distance, et donc on peut considérer qu'il est infini, il va vers l'infini. Si un univers était court par, mettons, 1,1, il y aurait une courbe de l'univers qui ferait que l'univers ne serait pas infini, il tend à se courber à longue échelle. Donc on ne peut pas imaginer un univers plat, euclidien, mais fini? Ben, Non, ah, ça je crois pas. Non. Bien dans le micro. Oui, merci. C'était un très bel exposé. Ça, il y a une analogie qui me surprend. Il y a une analogie qui me surprend toujours. C'est que finalement, quand une étoile de type supernova implose, il y a une partie explosive, implose et fait un trou noir, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers part d'une densité très grande, infinie, de taille zéro et tout, et puis après ça, il occupe tout son volume. Oui. Et l'étoile, quand elle implose, elle finira par une singularité centrale qui ressemble terriblement à celle de l'univers. Donc, imaginez qu'un univers qui a commencé avec une taille zéro, une densité infinie, n'a pas au moins un rayon de Schwarzschild potentiel, c'est nier la relativité générale pour moi. C'est la nier, les deux phénomènes sont symétriques, et donc l'univers, si jamais on admet l'hypothèse du Big Bang, ne peut avoir au moins qu'un rayon de Schwarzschild potentiel qui s'est développé avec son expansion. Donc il ne peut pas le dépasser, autrement on nie la relativité. Donc j'ai l'impression que là, il y a une espèce de réflexion sur l'infini. Bon, premièrement, je crois que je vous ai montré que les gens ne pensent plus maintenant qu'il y a un Big Bang du tout. Soit il y a une inflation éternelle, là, infinie, soit dans l'hypothèse de la gravité à boucle, qui est peut-être celle qui va rester, l'univers ne peut pas avoir une singularité. Dès qu'il approche de la singularité, il s'épand. Et ce que je ne vais pas raconter tout à l'heure, dans mon exposé, c'était justement que les trous noirs, il y a quelqu'un qui a fait maintenant l'analogie avec l'univers, en disant qu'à l'intérieur d'un trou noir, il se passe exactement ce qui se passe au moment du Big Bang. Enfin, il n'y a pas de Big Bang, c'est-à-dire que la matière se condense, à un moment, elle devient répulsive, et il se crée un deuxième univers à l'intérieur. Alors ça, c'est très spéculatif, mais comme on ne sait pas ce qui se passe du tout dans un trou noir, on ne sait pas ce que devient la matière. C'est le même problème exactement que pour l'univers primordial.
Si on résout la gravité quantique, ça sera à appliquer aussi à l'univers, à l'intérieur d'un trou noir. Il y aura aussi rebond. Oui, le rebond, il est évident. C'est évident. Non, mais attendez, c'est une vie anthropomorphique, vous l'admettrez. C'est d'admettre qu'on est au premier Big Bang. C'est pratiquement ridicule. On en est au 10 puissance 127e. Big Bang. Oui. Croire qu'on est au premier Big Bang, c'est anthropomorphique. Bon, il y a encore une question. Là. Bon, le cœur de notre exposé, c'est quand même la discussion sur le principe anthropique. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup de questions et de débats là-dessus, parce que, bon, par exemple, moi j'ai lu le bouquin de Jean Stone, qui fait partie de l'UIP, etc. Et ça, personnellement, c'est énervé, hein, philosophiquement, mais quand même, il y a c'est des questions qui se posent, effectivement. Alors, je n'ai pas très bien compris dans votre exposé le problème de la réfutabilité du principe anthropique. Vous avez énoncé donc ce principe anthropique et comment peut-on ou pas le réfuter, dans quel sens il est explicatif. Par exemple, vous avez dit le principe anthropique, il est explicatif. Je vois pas très bien en quoi il peut être explicatif. Voilà. Parce qu'il explique pourquoi les quantités, les constantes ont les valeurs qu'elles ont. C'est tout. C'est parce que il s'est trouvé des tas d'univers dans lesquels elles n'avaient pas les bonnes valeurs, et nous sommes dans un univers où elles ont les bonnes valeurs. C'est en ça qu'il est explicatif. Ou un cyclique, il est cyclique, et à un moment, les constantes de la physique changent d'un cycle à l'autre, et nous sommes celui qui a les bonnes... En quoi un fait, le fait que nous existons, peut expliquer les conditions, peut expliquer, le mot expliquer est fort, c'est une relation de causalité. En quoi le fait que nous existons peut expliquer en tant que relation de causalité les constantes qui sont à la base, les valeurs des constantes qui sont à la base de notre existence. C'est cette boucle. D'accord, d'accord. Vous avez raison, hein. Il ne faut pas l'utiliser comme une causalité. J'ai peut-être eu tort de dire que c'était explicatif. J'ai peut-être eu tort de dire ça. Hein. De toute façon, le principe anthropique n'est pas une théorie physique à proprement parler, c'est un principe. Il se base sur il se fonde sur des théories, et c'est ces théories-là qui doivent être scientifiques et être réfutables, explicabilité, rasoir d'Occam, etc., etc. Oui, je voudrais poser une question qui concerne l'univers vivable ou non vivable. C'est-à-dire que vous avez soumis la vivabilité de l'univers à la formation du carbone, si j'ai bien suivi. Ou d'un autre élément. Hein. Ou d'un autre élément. Alors, on peut faire un parallèle avec des recherches qui sont faites de la vie à travers l'univers en recherchant l'eau. C'est un petit peu le même principe. Est-ce que ce n'est pas une projection de la vie humaine? C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, je suis admiratif devant tout ce que vous exposez, mais d'un autre côté, on peut se poser la question de dire est-ce que ce n'est pas dans un contexte de vie humaine? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une vie qui serait basée sur d'autres éléments, comme le carbone ou l'eau? Et donc, sachant, je fais une parenthèse, sachant que nous vivons dans un univers qui comporte une frange très limitée de la réalité. Si on regarde les radiations, si on regarde les fréquences, on perçoit la lumière, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités que nous ne percevons pas? Et donc tout ça m'amène à poser la question, est-ce qu'il ne pourrait pas exister des formes de vie qui ne seraient pas basées sur les éléments qui ont abouti à notre univers, à notre vie d'homme? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il y a des preuves que ces formes de vie n'existent pas? Bon, alors c'est effectivement la question qui rejoint ce qu'on appelle, j'ai appelé l'option 1,
C'est-à-dire, les gens disent la vie. Bon, d'abord, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, le carbone, moi j'ai parlé du carbone, mais ça pourrait être le silicium, n'importe quoi, hein. Ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit un élément qui puisse permettre de faire des molécules qui elles-mêmes soient complexes, etc. Ce que ne peut pas faire l'hélium et l'hydrogène, qui, eux, ont vécu jusqu'à... c'était les seuls éléments jusqu'à 1 milliard d'années, grosso modo. C'est simplement ça que je voulais dire. Maintenant, qu'il existe des formes possibles de vie qui soient totalement différentes de la nôtre, c'est possible, j'en sais rien du tout. Et c'est un petit peu l'option 1, c'est-à-dire que les gens qui refusent de se poser le principe anthropique disent, ben, nous, la vie, absolument, c'est un phénomène parmi d'autres possibles, on aurait pu être totalement différent, et donc on n'a pas à se poser la question dans un univers incroyablement plus petit ou incroyablement plus grand, avec des constantes complètement différentes, avec des forces complètement différentes. Peut-être qu'il y a des formes de vie qui peuvent exister aussi. La vie n'étant caractérisée pour moi que par cette reproductibilité qui permet quand même le développement. Sinon, c'est pas de la vie. Dans l'exemple du multivers, vous dites qu'il y a une bulle. À l'intérieur de cette bulle, si elle est vivable, c'est que les constantes font qu'elle est vivable. Mais à part les constantes, est-ce que la notion de loi de physique, est-ce que dans ces bulles, toutes ces bulles ont les mêmes lois? Est-ce que ces lois sont toujours les mêmes? Si je prends la formule F égale KMM' sur D2, le K peut avoir une valeur dans une bulle et une autre valeur dans une autre bulle, mais est-ce que cette loi existerait bien dans toutes les bulles, ou qu'est-ce qu'on sait sur ces lois de la physique? Ça, c'est un problème encore plus profond, effectivement. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, dans ces bulles, non seulement les constantes, mais aussi les lois pourraient être différentes. Bon, alors je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que je ne suis pas du tout capable de le faire. Moi, je pense que la chose la plus simple, parce que ces constantes, on sait qu'elles se fabriquent, par exemple au moment des brisures de symétrie, etc. Donc, que les constantes soient différentes dans une autre portion d'univers, c'est envisageable. D'ailleurs, il y a déjà une constante dont on a l'impression, c'est la constante qu'on appelle constante de structure fine, qu'elle a un peu varié sur 10 milliards d'années-lumière. Elle semble avoir changé de 1 100 millième. Bon, j'ai envisagé que la variation des constantes, parce que après, bon, ça devient vraiment de la philosophie, et ça, je ne suis pas capable de le faire. Une dernière question. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, pour le cas où le satellite Planck confirmerait que l'univers est plat, est-ce que ce résultat-là ferait mourir complètement la théorie de la gravité à boucle, étant donné que dans un univers plat, il ne peut pas y avoir de Big Crunch et de rebond après la concentration de matière. Donc, est-ce que ce résultat obligerait à ne plus penser à la théorie de la gravité à boucle? Bon, d'abord, je ne pense pas que le satellite Planck pourra répondre à cette question, parce qu'au pire, ce qu'il fera, c'est qu'au lieu de définir le oméga à 1% près, il le définira peut-être à quelques fractions de pourcents près, encore plus petites, mais il ne pourra toujours pas répondre à la question de savoir s'il est strictement 1 ou non. Et puis, pour la question de la relation avec la gravité quantique à boucle, ben, je ne vois pas très bien, parce que la courbure de l'univers n'a a priori pas de relation. L'univers bouge, s'épand ou se contracte en fonction en particulier, l'énergie noire, et je ne pense pas que le fait de trouver qu'il est plat géométriquement pour les 3 dimensions d'espace ait une importance pour la gravité à boucle. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Bon, ok, une dernière question là. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de hasard ou nécessité.
Et puis, mais là, le principe anthropomorphique, mais quand même, je veux dire, il faut quand même pas se prendre... Oui, il faut pas quand même se prendre trop au sérieux, parce que vous avez dit, les galaxies vont s'éloigner, et dans 4 milliards d'années, elles seront tellement loin qu'on verra plus loin. J'ai dit Bon, une mais, dizaine. oui, non, mais bien, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans 4 milliards d'années, plus un être humain sera là pour le voir, puisqu'on sait très bien que le Soleil ayant une durée limitée de combustion, il n'y aura plus de Terre. Non, mais il n'y aura plus de Terre, mais il y aura peut-être, si on trouve qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, dans d'autres coins de la galaxie. Mais alors, oui. Alors, je vous remercie parce que votre cours votre exposé est très intéressant. Ce que je pense malgré tout, c'est que l'aboutissement de l'homme, l'aboutissement vers l'homme n'est pas une fin en soi, puisque l'homme c'est sûrement qu'une étape dans l'univers, dans la construction de l'univers. Et je pense quand même que, quand bien même quelqu'un pourrait connaître parfaitement tout, il faut savoir que pour comprendre, c'est unifier. Et puis, tout ce que vous expliquez, je veux dire, tout ce que vous expliquez, et c'est votre métier, et vous êtes là pour donner au quotidien du rêve, parce qu'en fait, vous êtes comme des artistes, en fait, les équations mathématiques, c'est votre pinceau et la toile, mais il faut bien reconnaître quand même qu'aujourd'hui, on ne comprend pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas d'unification entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, et tout ceci, c'est basé sur des formalismes mathématiques qu'on n'arrive pas à joindre l'un avec l'autre. Hein. Et donc, on pourra toujours imaginer, penser, mais quand bien même le LHC trouverait des choses extraordinaires sur le boson de Higgs, quand bien même on n'aura pas répondu à la question que vous posez du hasard de la nécessité. Parce que là, je veux dire, c'est en soi, chacun peut penser en lui-même ce que la nature a décidé. C'est-à-dire, alors là, vous pouvez, dans votre livre, on en parlerait certainement, soit il y a un déterminisme donné, c'est-à-dire que la nature essaye progressivement de faire quelque chose, elle bâtit, elle construit, elle s'essaye, l'homme un jour n'existera plus, mais l'univers avancera, et donc là c'est quelque chose de difficile à répondre. On est dans une question purement philosophique, mais je pense qu'il faut rêver et pouvoir... Vous êtes peut-être avec on arrête. C'est intéressant, parce qu'elle donne quand même, dans son exposé... non, mais je ne veux pas répondre, parce que ce que je veux dire seulement, c'est que dans cet exposé, ce que j'ai essayé, c'était de montrer quel était un débat qui avait lieu en ce moment, qui est très très dur parfois, parce que si vous regardez certains blogs de physiciens comme Smolin et comme Susskind s'envoient des injures épouvantables à la figure. Donc c'est simplement pour vous faire sentir l'odeur de ce que je sens moi aussi, parce que je ne suis pas dedans, et seulement j'ai lu pas mal d'articles, j'ai lu des bouquins, et je vois que c'est un sujet qui est terriblement excitant, et je dois dire que personnellement, et c'est pour ça que je me suis donné la permission d'en parler, ça fait 30 ans que je m'y intéresse. Ok, ben je crois qu'on peut remercier Nicolas. Comme d'habitude, vous trouverez le compte-rendu dans quelques jours sur le site, ainsi que sa conférence, qui a le plaisir de nous donner. Je vous attends le 9 mai avec Daniel Kuhn, qui nous parlera d'un sujet polémique sur l'astrologie. Pour une fois, on en fait un tous les 10 ans. Bonne soirée.